Alors, on va poursuivre cet après-midi avec cette conférence numéro 4, le projet Aménageau. Alors, Aménageau, c'est mettre en œuvre les périmètres de protection de captage dans l'aménagement du territoire. C'est un thème qui est une spécialité girondine. Donc, on est bien. Nous allons donc parler de cette mission. C'est unique en France. Son objectif, donc, c'est d'arriver à une meilleure coordination entre l'eau, l'aménagement du territoire, mais aussi l'urbanisme. Pour en parler, j'ai avec moi Céline Debrieux-Levrat, qui est chef de projet Aménageau au département de la Gironde. Céline, on va aborder avec vous Aménageau sous deux grands angles, sa genèse, mais vous allez aussi nous raconter une histoire. Je vous laisse la parole. Mais bonjour à tous, donc Céline Debrieux-Levrat, j'espère que vous m'entendez tous. Oui? Bon, donc je débute. Donc j'ai quand même, avant de vous raconter une histoire, vous raconter un peu ce que c'est un peu plus Aménageau. Alors ça marche bien, voilà. Donc d'abord ce que ça signifie, et ensuite on va parler d'une des actions, donc qui est un peu plus en lien avec les thématiques abordées par le salon Cyclo. Donc comment on peut mettre en œuvre les périmètres de protection de captage dans l'aménagement du territoire. Et ça, c'est ma petite histoire. D'abord, c'est quoi Aménageau? Donc Aménageau, c'est une mission expérimentale qui vient d'ailleurs de se terminer, l'expérience. Nos élus ayant décidé d'ailleurs de poursuivre cette expérimentation. Donc ils l'ont consolidée. Et l'idée, c'est d'arriver à bien prendre en compte toutes les thématiques de l'eau dans leur intégralité, dans toutes les actions d'aménagement du territoire. Donc toute action de l'urbanisme. Donc c'est très ambitieux, très large. Pendant 6 ans, on a essayé de travailler autour de ce sujet-là. Et on a notamment développé une des actions dont je vais vous parler juste après. Pour mieux expliquer ce que c'est qu'Aménageau, on a un petit film. Donc je ne sais pas s'il est bien chargé, si vous l'avez. Est-ce qu'on a le film? Il est là-dessus? Ouais, c'est vous qui devez pouvoir le lancer normalement, peut-être. Bon. Alors, le film, il est quelque part par là. On va aller chercher là-dedans. Je vois pas trop le film. Bon, je pense qu'il n'y a pas de film. Hein. C'est dommage. Bon, on va faire sans. Hein. Alors faites-nous le film, Céline. Alors j'essaie de revenir au moins sur... Hop. Alors dans le film, qu'est-ce qu'il y avait? On expliquait qu'on est parti d'un constat comme quoi la question de l'eau était peut-être pas une priorité des documents d'urbanisme. C'était peut-être une question traitée, peu ou prou, en tout cas pas forcément prioritaire. On s'est même aperçu, et ça s'est remonté par les acteurs de l'eau, et notamment ceux de l'eau potable et de l'assainissement, qu'ils n'étaient pas associés lors de l'élaboration de ces documents d'urbanisme, et qu'ils se retrouvaient plutôt d'ailleurs à contre-coup, en train d'avoir une demande d'une commune qui lui dit voilà, je vais créer un lotissement, par exemple, et j'ai besoin que vous m'ameniez l'eau jusqu'à ce lotissement. Parce que moi, dans mon PLU, c'est une zone dite 2AU, ou 1AU, on va dire. Une zone à urbaniser. Et c'est pas du tout ce qu'avait forcément programmé le service d'eau potable et d'assainissement, parce que lui, il a son propre schéma, avec une programmation. Et donc derrière, on se retrouvait avec comme ça quand même beaucoup de choses à créer en plus, non programmées, donc des surcoûts. Et au final, quelque chose de très peu raisonné, voire de pas raisonné du tout. Donc on avait ce retour-là des acteurs de l'eau qui venaient vers nous, mais aussi finalement de ceux de l'aménagement au territoire qui finalement trouvaient aussi bien de pouvoir prendre cette question-là un peu plus en amont et dans leur prisme de décision quand ils faisaient leur zone de projet. D'où l'idée de faire cette mission expérimentale pour essayer de rapprocher ces acteurs. Donc rapprocher, c'est déjà qu'ils se connaissent, qu'ils s'identifient. Parce que le monde de l'eau est quand même assez complexe. Hein. Il y a quand même une gouvernance très particulière avec de nombreux acteurs. Pour une même commune, on peut avoir N acteurs qui vont travailler sur les inondations, sur les zones humides, sur le milieu aquatique en général, ou sur l'eau potable, l'assainissement collectif, non collectif. Je savais qu'elle allait me gêner, la dame qui fait les annonces. Je l'avais dit. Et ça me dérange. Je ne sais pas comment vous faites pour poursuivre, mais bon, je vais essayer de ne pas trop m'interrompre. Donc, une fois que tous ces constats ont été faits, on a essayé de rapprocher ces personnes. Donc, elles se rencontrent. Donc, on a eu plein de séminaires, par exemple, et on a fait des réunions aussi informelles sur des thèmes en particulier.
et donc un en particulier sur les périmètres de protection de captage. Et donc c'est ça que je vais vous raconter un peu plus précisément. Donc les périmètres de protection de captage, déjà la définition. Donc normalement vous êtes largement initié, mais ça peut faire quand même du bien de le rappeler. Donc autour d'un captage d'eau, on a 3 types de périmètres. On en a un qui est immédiat. On va dire que c'est le plus connu, où on va clôturer derrière justement le captage pour le sécuriser. Il peut être même sécurisé de façon particulière, surtout quand on est actuellement en plan Vigipirate renforcé. Donc il va y avoir de la télésurveillance. Ça, on va dire, c'est le périmètre qui est le plus facile, entre guillemets, à sécuriser pour le service d'eau. Après, il y a un périmètre dit rapproché. Donc lui, il va avoir une superficie un peu plus large, avec derrière des contraintes qui vont aussi s'appliquer à la façon dont l'usager seul va être fait. Et ensuite, on a un périmètre de protection de captage qui peut être même éloigné. Les rapprochés et l'éloigné ne sont pas systématiques. L'immédiat, toujours. Parfois, on a un rapproché qui est même commun à l'immédiat, mais l'éloigné n'est pas tout le temps systématique. Il va l'être du moment que, notamment l'hydrogéologue agréé qui va aller faire ces délimitations de périmètre, va juger qu'éventuellement, il y a une forme de vulnérabilité du captage. Donc on a travaillé sur comment arriver à rendre finalement applicables les prescriptions qu'il y a dans un arrêté préfectoral où il y a justement défini ces périmètres de protection de captage. C'est ça la question qui a été posée. Et donc forcément, on est très lié à l'aménagement du territoire et à l'occupation des sols. Cette question-là, elle a été posée par un service d'eau, c'est le syndicat d'eau du Blayais, qui donc a souhaité s'investir un peu plus sur tous les périmètres de protection rapprochés et éloignés. Par contre, comment faire concrètement ? Donc on a eu en tout cas la proposition suivante, c'était de réunir justement les personnes concernées. Donc bien sûr, service d'eau. On a réuni la police de l'eau, parce qu'elle a un rôle aussi important par rapport au captage. On a réuni bien sûr l'ARS, qui est le service du préfet, qui est porteur de la rédaction de l'arrêté, des prescriptions qui ont été affectées au périmètre de protection de captage. On a réuni aussi un service, ça s'appelle Application des droits des sols. Ce sont des services que l'on trouve dans les collectivités et qui vont être en charge de délivrer des permis de construire, des permis d'aménager. Donc c'est d'ailleurs un service avec tout à chacun peut avoir l'occasion quand il fait construire une maison de côtoyer. Donc on a réuni ce corpus de personnes, de sachants. J'oublie bien sûr, nous, les services du département. Il y avait notre CATEP, la cellule d'assistance technique départementale à l'eau potable, qui était d'ailleurs le premier porteur de la demande du service du Blayais. Donc on s'est mis autour d'une table et on a essayé de travailler de façon très pragmatique. Donc on a lu tous les périmètres, tous les arrêtés préfectoraux des périmètres de protection de captage, rapprochés et éloignés de la Gironde. Une lecture instructrice. On a fait un grand tableau. Là, il y a un tout petit extrait, parce qu'il est très 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 long, mais je vais bien sûr largement vous le commenter, et il est bien sûr à disposition. On a listé dans ce tableau toutes les prescriptions que l'on peut trouver en Gironde sur tous les périmètres de protection de captage, de tous les forages. Bon, il y a des moments, on les a regroupés parce qu'il y avait juste une formulation un petit peu différente, mais au final, c'était la même idée qui était transcrite. On est arrivé à un peu plus d'une centaine de lignes différentes. Donc déjà, c'était un long travail. Et ensuite, on a essayé d'analyser qui fait quoi. C'est-à-dire quand le préfet indique, par exemple, dans le périmètre de protection rapproché du captage X, dès qu'il y a des travaux routiers, il ne faut pas utiliser tel et tel produit, sans être forcément d'ailleurs très précis dans la façon de signaler ces produits. Ils ne doivent pas être utilisés pour l'entretien régulier de la route ou dans le cas de réfection des voiries. Donc quand on voit cette phrase-là, qui est donc une prescription que le préfet demande et qui doit donc être d'ailleurs surveillée par le service d'eau, on se demande vers qui il doit aller le service d'eau, puisque c'est lui qui est porteur de cette prescription.
Bon, bah, c'est là où commencent un petit peu les difficultés, parce que le tableau qui fait quoi, suivant les prescriptions, on se retrouve qu'on voit beaucoup d'acteurs qui peuvent être concernés, parce que des voiries, il peut y en avoir de différentes natures. Par exemple, si je prends cet exemple-là, il peut y avoir la commune, il peut y avoir une autoroute aussi parfois, donc on va avoir ce type d'acteurs qui va être en présence. On peut avoir aussi une métropole, donc ça va être des voiries de leurs compétences. On peut avoir des voiries qui sont compétences départementales. On peut avoir aussi des voiries privatives. Et tout ça dans un périmètre qui peut être sur plusieurs kilomètres carrés. Et ça, c'est pour juste une ligne, parfois, dans l'arrêté. Donc on s'imagine le travail quand même assez lourd du service d'eau qui doit aller faire la surveillance, par exemple pour cette ligne, auprès de tous les acteurs. Donc ce tableau-là a eu cette première vertu, c'est de lister pour toutes ces prescriptions qui fait quoi, et parfois le qui est très large et le quoi parfois est aussi tout aussi un peu flou. Ça a amené notamment justement les services en charge de la rédaction de ces arrêtés à se re-questionner aussi sur la façon dont ils rédigeaient les arrêtés. Pour qu'ils soient finalement, je vais utiliser un mot un peu fort, mais c'est eux qui l'ont utilisé, réalistes, finalement applicables, possibles. Donc ça a amené cet éclairage-là, pour notamment ceux d'après, les suivants. Et ça, c'est quand même important déjà comme bénéfice. Donc voilà pour la première partie de l'histoire. Moi, je la poursuis. Vous avez peut-être des questions. Est-ce que vous avez des premières questions à poser ? Non ? On va continuer alors. Je la poursuis. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on a essayé d'expérimenter aussi et de consolider, parce que finalement on était qu'un petit groupe de travail, et de vérifier si on avait bien arrivé à peu près à identifier le qui faisait quoi pour chaque prescription. Donc on a été le tester. On a été le tester auprès de deux. On a commencé avec 2 collectivités, avec le service d'eau du Blayais ainsi que Bordeaux Métropole. Et donc avec eux, on a créé 3 fiches, des fiches outils, qu'après ils se sont largement appropriées, les 2 types d'acteurs ainsi que d'autres services d'eau. Donc on a créé d'abord une fiche outil pour l'acteur de l'eau. Dans cette fiche, on retrouve les prescriptions qui sont adaptées à un forage en question, à un point de captage. En face, on écrit justement si c'est de l'ordre parfois de l'interdiction ou juste de la recommandation, parce qu'on peut avoir aussi différents niveaux dans la prescription, la façon dont elle doit être appliquée. Et justement, c'est là-dedans qu'on a décliné notre tableau de qui fait quoi. Donc pour le service qui est donc en charge de faire appliquer cette prescription préfectorale, on lui a fait toute une colonne où on lui indique que justement, pour certaines prescriptions, alors par exemple, il y en a certaines, c'est sur un captage qui va être dans une forêt, très clairement, ils doivent aller voir la profession sylvicole ou la chambre d'agriculture ou le CRPF ou l'ONF, parce que suivant les endroits où se trouve le captage, parfois on n'a pas forcément le même acteur non plus, pour pouvoir mettre en œuvre cette ligne de l'arrêté. En face, on leur a aussi mis une fréquence pour aller le suivre. Parce que dans l'arrêté, il y a écrit comme quoi ça doit être mis en œuvre. Mais ça veut dire quoi formellement ? Est-ce que ça doit être vérifié une fois par an ? Est-ce que ça doit être vu au coup par coup, tous les 6 mois, ou tous les trimestres ? Donc ça, on essaie de le définir justement avec l'ARS, parce que quand même, les services de l'État avaient sûrement eu derrière une vocation, enfin en tout cas un souhait particulier en rédigeant cette ligne. Donc ça, c'est la fiche de suivi de l'acteur de l'eau. Ensuite, on en a créé une deuxième, un pendant. C'est la fiche qui va permettre à ceux qui instruisent les permis de construire ou d'aménager, donc les instructeurs application droit des sols, d'eux aussi faire le suivi quand ils délivrent ces permis d'aménager. Parce que le lien, il n'est pas forcément évident. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un arrêté préfectoral de périmètre de protection de captage est forcément annexé à un PLU. C'est parfois même une servitude. Donc ça veut dire que dans les longues prescriptions que doit justement appliquer un instructeur qui a délivré un permis de construire, il va voir passer cet arrêté. Mais il va avoir la ligne en question, mais sans forcément, entre guillemets, je dirais, le décodeur. Et c'est en ça que cette fiche sert. C'est-à-dire qu'elle essaie d'expliquer, au-delà de la phrase qui est bien écrite en français, il n'y a pas de problème, mais ce que ça implique derrière pour celui qui manie le code de l'urbanisme. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, on a basculé du code de l'environnement, le code de la santé publique aussi,
vers un autre code qui est le code de l'urbanisme. Et il y a bien certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral qui s'appliquent aussi dans ce code et que donc on doit écrire dans un permis de construire ou un permis d'aménager. Donc on leur a fait une fiche, on va dire miroir pour eux, pour qu'ils puissent suivre eux aussi, dès lors qu'ils vont traduire ça dans un permis d'aménager ou un permis de construire, qu'ils puissent derrière le traduire en vrai, on va dire. On a construit après une autre petite fiche, qui est l'outil, on l'a appelée comme ça, la fiche outil riverain. La personne qui va instruire le permis d'aménager, le permis de construire, elle va être en contact direct avec le citoyen, puisqu'il vient lui déposer le dossier. Et il y a certaines prescriptions du préfet qui ne peuvent pas être régies par le code de l'urbanisme, ni même d'ailleurs le code de l'environnement. Par contre, qui sont derrière axées sur le bon usage du sol, en tout cas de l'occupation des sols. Donc là, en fait, c'est un relais de sensibilisation, d'information auprès du riverain qui est fait. Et donc, on lui donne cette fiche pour l'informer qu'il se trouve dans un périmètre de protection éloigné. Parce que, oui, il le sait quand il a acheté, par exemple, le terrain ou la maison. Bien sûr, ça écrit aussi dans l'acte définitif notarié, c'est vrai. Par contre, il ne sait pas forcément à quoi ça implique derrière. Donc là, on lui écrit très clairement que, par exemple, il ne doit pas mettre un poulailler, par exemple, de façon très concrète. On écrit des choses très pragmatiques dans cette fiche-là. Et donc, à charge de celui qui instruit le permis d'aménager, de construire, de lui remettre en même temps, en fait, pour l'informer. Ça, c'est un premier pas de sensibilisation et d'information. Mais vous voyez toute la façon dont on a décliné l'arrêté préfectoral pour arriver au plus près, en fait, qui est la personne qui y habite, pour arriver à la sensibiliser et l'informer. Donc là, c'est toute une série d'outils que l'on a menés. Et après, on l'a testé en vrai, justement. Vous avez peut-être des questions à ce stade ? Moi, j'en ai une. Dans la pratique, c'est quand même assez obscur, cette notion de servitude pour le captage, en ce qui concerne un particulier. Alors, il sait, le particulier, qu'une servitude, ça va derrière impliquer des devoirs, obligatoirement. Des droits moins, mais en tout cas des devoirs. Ça, ils le savent. Par contre, formellement, à quoi ça derrière, qu'est-ce que ça impose dans sa pratique quotidienne, ça, c'est moins évident. C'est moins évident pour justement avoir testé les fiches. Et on a vu que beaucoup de personnes étaient, donc des citoyens, étaient éclairés, on va dire, à travers cet écrit. Et ne rendaient pas compte que le terrain dans lequel ils habitaient, leur maison, était incluse et ils devaient avoir des pratiques un petit peu modifiées et différentes. C'est-à-dire que concrètement, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Oui. Oui, clairement. Oui. Donc vous avez donné le poulailler, il y a d'autres éléments comme ça, très précis, qu'on ne peut pas faire dans cette zone de servitude ? Oui. Alors je vais vous en raconter une autre, parce que justement, comme ça me permet de poursuivre aussi l'histoire. Donc dans le groupe de travail, nous avions le service instructeur droit des sols de la commune d'Ezine et aussi Saint-Médard-Angèle qui était présent. Et donc le retour auprès des instructeurs, quand on leur a montré les fiches qui étaient pour eux, ils nous indiquaient, oh là là, on est embêtés parce que on sait que sur nos communes, sur une partie du territoire, il y a des endroits où il ne faut pas faire de piscine. On sait qu'ils n'ont pas le droit de faire de piscine. Pourquoi ? Par contre, on ne sait pas trop, mais on doit leur interdire. On a une délimitation sur une carte, mais c'est fait au crayon, c'est pas forcément très précis. Donc parfois, quand on est sur la limite, est-ce que ça veut dire que la piscine, on peut la faire ou on ne peut pas la faire ? Vous voyez, c'est des questions très, très précises parce que ces personnes-là, elles sont en lien directement avec la personne qui vient déposer le permis pour la faire, sa piscine. Et qu'elle se retrouve à lui dire que non, c'est pas possible. Donc oui, on avait ce genre de retour et donc d'ailleurs beaucoup du mécontentement parce que les personnes, quand elles ont acheté par exemple sur Ezine et Saint-Médard-Angèle, sur ces communes-là, savaient qu'il y avait une servitude, mais ils n'avaient pas conscience que s'ils voulaient faire un jour une piscine, pour certains, c'était pas possible. Pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un périmètre de protection sur ces zones-là qui sont dites rapprochées et où la nappe qui est utilisée pour le captage se trouve assez proche du sol. Vous voyez même d'ailleurs la proximité qui fait qu'on ne peut pas faire des exors comme ça de terre pour implanter une piscine. C'est des choses très, très pratiques de la vie quotidienne. Tout le monde n'a pas une piscine, bien évidemment, mais disons que ça, c'est des retours que l'on a eus avec derrière des mécontentements forts des personnes qui avaient acheté.
Merci beaucoup. Donc justement, on est allé tester ces fiches auprès des instructeurs ADS qui ont trouvé le rapprochement très intéressant parce que justement dans la réunion où on leur présentait ces fiches-là, était aussi présent, donc là on est sur le territoire de la métropole, et bien était aussi présent la direction de l'eau, qu'ils n'avaient pas eu l'occasion forcément de rencontrer, c'est normal, ils travaillent dans l'urbanisme, d'autres travaillent sur la thématique de l'eau précise, ils sont en charge de faire appliquer ces périmètres de protection de captage, et était aussi présent à l'ARS, ceux qui donc rédigent et font les cartes que eux regardaient donc tous les jours, et était aussi présent donc en l'occurrence le délégataire, puisque Bordeaux Métropole a un délégataire. Et donc il y a eu aussi des prises de conscience dans ces réunions et des rapprochements qui se sont faits assez de façon très immédiate, même très spontanée, très naturelle, où les instructrices, d'ailleurs c'était des dames qui étaient là, ont clairement demandé un soutien auprès de la direction de l'eau, voire de l'ARS. Donc, est sortie de cette réunion une feuille, on va dire, commune. La feuille, là, outil riverain, se retrouve maintenant avec le logo de l'ARS, parce que l'ARS a validé derrière des écrits, les a modifiés d'ailleurs en conséquence, pour bien respecter la loi, hein, on va dire, issue de l'arrêté, ainsi que le logo de Bordeaux Métropole. Il y avait aussi donc le délégataire, où derrière, ils se sont appropriés ces outils-là pleinement. Et ils ont l'occasion très régulièrement, donc apparemment l'occurrence c'est à peu près tous les 2 mois, voire une fois par trimestre au minimum, où ils se rencontrent par rapport à des cas où il y a des questions des instructrices en particulier, pour voir si oui, quand elles délivrent ce permis, c'est bon, ça correspond bien à l'arrêté derrière. Et donc là, on va dire qu'on approche vraiment l'effectivité de la mise en œuvre de l'arrêté derrière. Et ça, ces petits moments ont permis de faire, on va dire, effet boule de neige, parce que la Bordeaux Métropole, par exemple, lors de cette réunion-là, a dit on va le faire avec tous les services instructeurs de notre territoire, ainsi que ceux hors de notre territoire, qui sont allés à la mairie de Canéjan, par exemple, qui sont allés à la mairie de Budos, parce qu'ils ont aussi des captages qui sont hors de leur territoire. C'est une des spécificités de Bordeaux Métropole. Et ils ont voulu aussi montrer comment les périmètres de protection de captage pouvaient être suivis et essayer d'aider derrière ceux qui font l'aménagement de leur territoire aussi à travers ces périmètres de protection de captage. Donc ça a eu ces effets-là. Nous, on a juste, on va dire, initié. On a fourni des outils, une base de réflexion, mais derrière, ça s'est poursuivi. Et donc on a bien vu aussi la métropole qui a travaillé de façon plus fine qu'elle ne le faisait avant sur ces périmètres de protection de captage qui n'étaient pas encore délimités, pour arriver à discuter la façon dont ça allait être rédigé dedans pour que derrière ce soit applicable et surveillable en vrai par eux. La métropole a aussi fait affecter des moyens complémentaires dédiés à la surveillance aussi de ces périmètres, parce que ça fait des kilomètres à surveiller. Ça fait aussi des personnes à aller voir, parce que la petite feuille, très bien, les services instructeurs les donnent, mais ils se sont dit qu'ils pouvaient aller peut-être plus loin dans la sensibilisation. Donc ils ont essayé de monter des réunions publiques aussi pour essayer de sensibiliser à cette question-là. Ils ont aussi déposé derrière les fiches d'information, donc reformatées et rendues, on va dire, plus dans un format un peu plus de sensibilisation pour le grand public, pour que ça soit plus aussi à leur portée. Ça jargonnait encore un petit peu trop, hein, techniquement. Donc ça a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Ils ont mis aussi en place aussi un numéro pour être appelé par les riverains, pour essayer même d'anticiper avant qu'ils déposent quelque chose pour un projet futur auprès des services instructeurs application droit des sols. Donc voilà, plein de vecteurs que nous, on n'a pas forcément imaginés, mais ce n'était pas à nous à le faire d'ailleurs. Chaque territoire va le faire par rapport à sa propre spécificité pour pouvoir amener cette connaissance jusqu'au plus près du citoyen, pour qu'il prenne connaissance de ce que ça l'engage et pourquoi. Et le pourquoi, c'est au final, hein, c'est de préserver notre ressource en eau pour l'eau potable, pour j'allais dire aujourd'hui, mais pour demain aussi. Donc derrière, il y a une vraie finalité très concrète. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai Yves Legat de IRSTEA Bordeaux.
J'ai une question par rapport aux activités agricoles ou maraîchage ou viticulture. Comment ça se passe s'il y a une exploitation agricole dans le périmètre même éloigné, par exemple? Est-ce qu'ils ont le droit d'épandre des herbicides, des fongicides, des insecticides, des engrais minéraux? Alors, donc c'est là où justement, dans notre tableau qui fait quoi, on a bien vu aussi la limite de ce que pouvait faire, on va dire, le code de l'urbanisme. Il ne peut pas avoir une intervention sur l'usage des sols. Donc là, les instructeurs ne les voient même pas passer, ces demandes-là, parce que, évidemment, sur son exploitation agricole, l'agriculteur utilise ses sols et il ne va pas déposer quoi que ce soit, sauf s'il y a un nouveau bâtiment à construire. C'est là où on dit toujours elles, parce que j'ai vu beaucoup de dames, mais les instructeurs vont voir passer une demande et ils vont pouvoir, on va dire, avoir le vecteur de sensibilisation auprès. Donc là, on a vu que ce n'était pas le bon vecteur. Dans notre tableau qui fait quoi, on a vu très clairement que le service d'eau potable avait besoin de se rapprocher des services compétents auprès de la Chambre d'agriculture qui avait l'air d'être le vecteur le plus près, je dirais entre guillemets, le plus près de certaines professions agricoles. Par exemple, pour les maraîchers, pour citer cette profession qui s'installe de façon très massive, en tout cas sur le territoire girondin, et peut-être bien ailleurs, là, les services de la Chambre d'agriculture ne les voient pas forcément passer. Donc là, l'autre vecteur, ça va être plutôt les filières de formation qui forment ces maraîchers quand ils sont formés. Parce que c'est ça un peu le problème parfois aussi avec cette profession. Donc, on a vu que les services d'eau potable avaient besoin d'avoir d'autres relais, qui ne sont pas que ceux qui font le code de l'urbanisme, d'autres acteurs relais. J'ai cité à un moment donné aussi la profession sylvicole avec le CRPF. Et voilà. Monsieur ? Oui, il me semble que quand il y a un arrêté de protection, il y a un porté à connaissance des propriétaires voisins. Donc ça veut dire qu'un agriculteur qui est à proximité, s'il est dans le périmètre, doit recevoir notification du périmètre où il est indiqué quelles sont les contraintes posées. En principe, voilà, c'est la limite de l'exercice, quoi, disons. Voilà. Oui. Par rapport au SCOT et au PLUI, est-ce qu'il n'y a pas là un lieu où transmettre par rapport au document d'urbanisme, ce qui est la règle par rapport aux différents périmètres de protection, pour que ça soit porté à connaissance, pas uniquement de ceux qui instruisent le document d'urbanisme, mais également pour ceux qui prennent des décisions en termes de vocation des terrains, des sols. Alors ça, en effet, c'était une des pistes de ce travail qui vient à peine d'être terminé. Et encore, on va dire qu'il n'est pas vraiment terminé parce qu'il faudrait le faire sur tous les captages avec tous les services d'eau potable en Gironde. Pour l'instant, ça a été fait juste avec 3, dont la métropole qui en a quand même une grosse majorité. Mais en effet, une des pistes, c'était de permettre d'amener cette connaissance vulgarisée, on va dire digérée, auprès tout particulièrement de ceux qui portent les PLUI d'ailleurs. Parce que eux, justement, ça peut aussi les aider et les orienter au moment où ils vont faire les décisions de zone de projet lors de l'élaboration. Ou aussi lorsqu'ils révisent leurs documents aussi, d'ailleurs. Puisqu'il y a peut-être des endroits où il y a des révisions des documents d'urbanisme ou ce qu'on appelle aussi des déclarations de projet qui vont être faites et où, s'ils ont connaissance que c'est dans un périmètre de protection de captage éloigné, peut-être que cette nouvelle zone de projet, d'activité n'est peut-être pas la plus opportune. Clairement un exemple en tête d'ailleurs, là on pense à ça, mais je me tairai. Mais oui, clairement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aménageau, c'est girondin. Il n'y a pas un projet de diffuser ça plus à l'échelle nationale? Il y a mon vice-président qui pourrait en parler. Mais non, pour l'instant, on est les seuls en Gironde, même si on est observé par d'autres départements. D'autres départements voisins et même ailleurs que voisins, dans le bassin Loire-Bretagne ou donc plus vers la Bretagne, aussi du côté de l'Alsace, où il se pose la question de faire quelque chose on va dire du même acabit. Et du coup, vous diffusez comment? Comment diffuser tout ça en fait? Comment diffuser cette masse de données que vous avez récupérée? Comment les rendre accessibles? C'est ça le travail justement de cette mission, c'est d'arriver à mettre le plus à disposition possible toute cette information-là et surtout de la flécher vers les bonnes personnes
et la stricte nécessaire, je dirais. Parce que des données sur d'eau, il y en a plein, il y en a foison, mais pour certains acteurs, on doit justement favoriser certaines par rapport à d'autres. Donc c'est ça qu'on essaie de faire le mieux possible, en tout cas, pour arriver à amener le bon socle d'information, en tout cas le strict nécessaire, vers les bons acteurs. Et tout particulièrement, nous, dans notre champ, c'est ceux de l'urbanisme et de l'aménagement de territoire. Et pour la petite histoire, la finir, ce travail a été apprécié par l'ARS, donc au niveau départemental, qui a choisi on va dire de l'expliquer, d'essayer de le promouvoir au niveau de la région et au niveau de toutes les autres ARS. Et donc il y a des présentations en cours par l'ARS, parce que ce n'est pas un projet aménagement pur, c'est un projet que l'on a initié, mais finalement il est en train de d'essaimer un peu partout. Et donc j'ai ouï dire que du côté de la Charente et Charente-Maritime, ils trouvaient l'exercice intéressant et qu'ils allaient se lancer dans une méthode, en utilisant la même méthode, mais pour le faire sur leurs propres objectifs. Vous aviez une précision à apporter, monsieur? Je pense que ce type d'outil, il a vocation à permettre à ce que sont les maîtres d'ouvrage à être mieux armés pour faire respecter ce que sont la réglementation par rapport au périmètre de protection, et de manière pragmatique, parce qu'on est sur un territoire, il faut que ce soit quelque chose qui soit partagé et qui soit compris. Le deuxième volet, c'est par rapport aux élus qui sont en charge de l'aménagement du territoire, que ces éléments soient intégrés comme étant un élément important, parce que ça permet de préserver une qualité de ressources, mais également qu'ils soient bien positionnés, enfin bien intégrés dans la réflexion d'aménagement de l'espace pour que les choses puissent se faire. Un petit codicile, c'est quand même l'importance que les maîtres d'ouvrage, par rapport à des travaux, même qui sont lointains, enfin, pas directement liés à l'eau, c'est je veux dire, soient bien au fait de ce que sont les contraintes en la matière. Il n'y a pas uniquement à dire il va falloir faire attention à ce que vous fassiez à l'utilisation de certains produits. Il faut spécifier les produits et déboucher sur des fiches d'intervention qui permettent de clarifier qu'est-ce qui est possible en termes de travaux à proximité, quels produits sont nécessaires et utilisables et ce qui ne l'est pas. Ce qui est le plus important, c'est d'apporter les réponses, pas uniquement dire attention à, c'est ceci est possible, ceci n'est pas possible. Et du coup, Céline, pour parler un peu de futur, sur quel projet vous travaillez en ce moment? Plein. Mais la mission Aménagement, elle travaille sur vraiment plein d'autres projets pour être, on va dire, un peu proche de ce type d'activité. Elle a travaillé aussi sur le rapprochement de ceux qui travaillent sur l'assainissement, le non collectif, et ceux qui font l'aménagement du territoire. Et donc, d'ailleurs, globalement, sur ceux qui font l'assainissement et ceux qui font l'aménagement du territoire, parce que ce n'est pas forcément non plus un lien qui était, il était ténu, on va dire. Il était vraiment à travailler un peu plus finement. On a travaillé aussi, et ça notamment avec IRSTEA, dans le cadre d'un programme Urbest, sur la façon dont les zones humides pouvaient être structurantes. Et ça, même si nous, on le savait extrêmement bien, mais qu'on essaie de le démontrer, et ça a pu être démontré par rapport à l'aménagement du territoire. Donc, zone humide, pas versus aménagement du territoire, mais zone humide et aménagement du territoire. Donc ça, c'est des travaux qu'on a aussi menés et qui se poursuivent, qui restent encore à finaliser. Et sinon, les travaux sur lesquels on s'investit le plus possible, c'est justement dans les documents d'urbanisme, quand ils sont élaborés, arriver le mieux possible à croiser tous ces acteurs pour qu'ils se parlent, qu'ils comprennent les enjeux qu'ils défendent les uns et les autres, tant ceux qui travaillent sur la préservation de l'eau que ceux qui travaillent sur l'aménagement du territoire et qui ont aussi des besoins à satisfaire. Et donc des zones d'accueil, parce qu'en Gironde, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise fortement et où donc ça s'impose. Mais ça s'impose aussi en préservant derrière la ressource, et notamment l'eau potable, par exemple. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, nous allons remercier notre intervenante et je vous remercie pour vos questions.